Je vais commencer par nous présenter. Donc ce soir, vous avez le plaisir d'avoir en animation à distance Maude Delvaux, qui va recueillir vos témoignages, expériences dans le chat à distance. Donc Maude est docteur en anthropologie et elle fait partie des 3 chercheurs qui ont conçu cette exposition. Et Maude est chargée d'études au sein du Lab Innovation, Recherche et Développement de l'IFCAM. J'ai également le plaisir d'accueillir Denis Christol. Donc Denis Christol, il est chercheur en sciences de l'éducation et de la formation. Et il est également consultant en apprenance collective. Et donc moi-même, donc je suis Dorothée Cavigno-Brosse, je suis responsable de recherche à l'IFCAM, l'université du groupe Crédit Agricole. On va vous faire une présentation après. Je suis chargée de recherche au sein du Lab Innovation, Recherche et Développement de l'IFCAM qui vous propose cette conférence ce soir. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter l'IFCAM à travers une vidéo que je vais laisser la régie lancer. Imaginez un lieu où apprendre devient une opportunité, une occasion de se réinventer. Un lieu où se former, c'est se transformer. Bienvenue à l'IFCAM. Un lieu où chaque parcours est accompagné avec professionnalisme et un seul objectif, que chacun dispose des ressources nécessaires pour anticiper les changements, relever de nouveaux défis et évoluer. Un lieu où l'innovation et l'engagement se rencontrent pour construire les métiers et les talents de demain. L'IFCAM, c'est l'université du Crédit Agricole. Qu'il s'agisse de développer les compétences métiers, d'accompagner les transitions ou de répondre à des besoins spécifiques, l'IFCAM est depuis plus de 50 ans le partenaire des transformations réussies. Université pour tous, elle accompagne tous les collaborateurs de l'apprenti au dirigeant, quel que soit leur métier, leur fonction. Elle conçoit et diffuse une offre de formation qui couvre toutes les expertises nécessaires aux métiers de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et bien plus. À l'IFCAM, chaque formation est une chance, celle d'être préparé aux défis de demain. Se former à l'IFCAM, c'est l'assurance de bénéficier de formations qui portent la marque du groupe, adaptées aux enjeux stratégiques et aux priorités de développement. Qu'il s'agisse de se former à de nouvelles compétences, d'approfondir son expertise ou de valider ses acquis, l'IFCAM propose une gamme complète de formations. Initiale, avec plus de 2200 jeunes formés chaque année en alternance sous la marque d'IFCAM, continue pour les 174 000 collaborateurs et élus du groupe en soutien des dynamiques de transformation. Exécutive pour les managers, les dirigeants et les conseils d'administration. Certifiante pour les collaborateurs souhaitant faire reconnaître et valoriser leurs compétences, comme des solutions sur mesure pour répondre à tout besoin. L'IFCAM transforme l'apprentissage en expérience engageante grâce à des formats innovants. Tout est pensé pour rendre les formations accessibles, interactives et adaptées aux besoins des apprenants. Une culture de l'innovation que l'IFCAM partage avec ses partenaires, sélectionnés pour leur expertise. Une expérience enrichie des travaux du pôle de recherche fondamentale sur les sciences de l'éducation autour des nouvelles façons d'apprendre et de travailler. Avec l'IFCAM, chacun forme son avenir tout en contribuant à celui du groupe. L'IFCAM, ce n'est pas juste une université d'entreprise. C'est l'université d'un groupe qui investit dans ses talents. C'est le partenaire de confiance pour grandir, évoluer et construire ensemble un futur ambitieux. Ensemble, formons notre avenir. Alors, comment ça va se passer ce soir, ici et maintenant ? On va aborder différentes thématiques en lien avec le corps et l'apprentissage. Donc d'abord, je poserai les fondements de qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ce sujet-là aujourd'hui. Ensuite, on verra avec Denis les rythmes du corps. Puis, en fait, on va alterner, Denis et moi, les différentes thématiques. On ira du côté du pouvoir de nos perceptions. Ensuite, on enchaînera avec la synchronisation collective, avant d'aborder la question du corps en mouvement, de l'intelligence corporelle collective. Et ensuite, on vous proposera un débat
sur les liens entre votre corps et vos apprentissages. Et donc à ce moment-là, Maude recueillera vos témoignages et on les partagera ici. Et nous, on vous fera passer le micro pour que vous puissiez vous exprimer. Alors pourquoi cette conférence sur le lien entre le corps et l'apprentissage ? On pourrait se dire, mais c'est une évidence, voilà, le corps, le cerveau, il est dans le corps. Enfin, pourquoi aborder ce sujet-là ? En fait, on a 3 motifs qui ont fait qu'on propose cette conférence. D'une part, c'est suite à l'exposition que l'IFCAM a proposée sur le cerveau et l'apprentissage. Donc, je remettrai en fin de conférence les liens vers les contenus de cette exposition, si vous souhaitez en savoir plus. En fait, en parlant de cerveau et puis en écoutant un peu aussi les réactions, en lisant les médias, les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que ce cerveau, il prenait beaucoup de place et peut-être au détriment du corps. Et donc, on a voulu faire une proposition qui remet le cerveau dans le corps. Deuxième constat, ça a été la crise sanitaire. On s'est rendu compte que finalement, ce corps, il était quand même bien là et il avait besoin de pause, de bouger, etc. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de mettre la focale sur ce corps. Et enfin, la dernière raison, c'est aussi en lien avec tous les mythes qui sont en train d'émerger autour de l'intelligence artificielle et pourquoi pas de l'existence d'un cerveau qui serait complètement désincarné, sachant qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des recherches et de ce que l'on connaît, le cerveau ne peut fonctionner indépendamment d'un corps et on va le voir ensemble. Donc on a cherché à creuser différentes thématiques. D'abord, donc, comment fonctionne le corps ? C'est quoi le corps individuel et singulier ? Donc ça, on le verra à travers les rythmes du corps et les perceptions. Après, on se questionne aussi sur le lien entre le corps et son environnement et les autres. Donc ça, ce sera abordé aussi à différents moments. Ensuite, on a voulu aussi creuser l'importance du corps, de la dynamique du corps. Et là, vous pourrez expérimenter des choses à travers l'activité du corps en mouvement. Et enfin, grâce aux travaux de Denis, on a voulu aller plus loin sur l'intelligence corporelle collective, comment plusieurs corps ensemble peuvent permettre de créer une intelligence corporelle collective. Ce que je vous propose, avant de démarrer complètement cette conférence expérientielle dans laquelle vous allez bouger, alors peut-être chez vous ou à distance dans vos bureaux, peut-être faire de la place pour pouvoir bouger ensuite et vous préparer. Donc là, l'idée, c'est de vous faire vivre des choses corporellement. Ensuite, on a besoin aussi de poser comment on va fonctionner tous ensemble. Alors d'abord, donc là, je m'inspire de ce qu'on appelle la règle des 2 pieds, et on voit que les pieds sont très importants, donc notamment partagé par Frédéric Duriez et qu'on a adapté pour cette conférence. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cette règle-là ? C'est déjà que vous êtes libre de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est très important. Donc vous avez la liberté de faire ou de ne pas faire. Si vous faites les activités, on vous propose de laisser de côté vos jugements de valeur. Ensuite, on vous propose d'être très à l'écoute de vos sensations, d'écouter également votre propre rythme. Ce qu'on vous propose aussi, c'est que si vous faites, de vous engager complètement dans ce que vous faites et de vous souvenir que vous pouvez vous arrêter à tout moment. Ensuite, on va vous proposer aussi de rester à l'écoute, d'être vraiment dans le respect de vous-même quand vous faites ces exercices et dans le respect des autres, les autres étant les autres participants ici dans la salle, si vous êtes dans des salles de travail, donc ceux qui sont autour de vous, et puis les conférenciers. Voilà pour le cadre d'activité ce soir. Et donc, sans plus attendre, Denis, je crois que ça va être à toi. Pour les rythmes du corps. Alors, est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière ? Parce que j'aimerais vous proposer un moment pour débuter. Est-ce que ce serait possible de couper la lumière en régie ? Je ne sais pas si c'est possible. Un immense merci. Voilà, installez-vous confortablement dans vos fauteuils. Posez vos pieds au sol. Si par hasard vous avez une cravate un peu trop serrée, n'hésitez pas. Profitez de ce moment. Personne ne vous voit, vous êtes tranquille.
Et je vais vous inviter, tu peux lancer la vidéo. On va monter un peu le son. Vous êtes confortablement installé à l'ISCAM. Vous pouvez ou non fermer les yeux un moment. Et vous êtes invité à vivre un moment paisible. Un moment de serein, un moment de détente. Laissez-vous fondre dans votre fauteuil. Respirez paisiblement, peut-être au bruit des vagues. Laissez partir toutes vos tensions. Ça va durer 2-3 minutes. Merci. J'espère que vous avez goûté ce moment en guise d'introduction qui nous remet dans notre corps de la manière la plus douce qui soit. Cette vidéo nous rappelle ce que nous dit le médecin et chroniqueur Jean-Claude Amezen dans sa chronique « Les battements du temps ». Il nous dit qu'absolument tout ce qu'il y a sur cette terre est lié au rythme du soleil. De la plus petite cellule dans une algue à tous les processus biologiques qui nous traversent, nous sommes pris par ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Le rythme de la journée, l'alternance du jour et de la nuit, du chaud et du froid, de la lumière et de l'ombre. Et cet élément est essentiel dans notre vie humaine, car elle va influencer nos façons d'apprendre. Les chercheurs nous montrent que nous avons des sensibilités et des capacités de mémorisation et d'attention plus fortes en fin de matinée et en fin d'après-midi. Notre chronobiologie nous incite à être attentifs à ces rythmes et à repérer quand nous sommes le plus efficaces, plus ouverts possible à l'apprentissage. On apprend beaucoup moins en situation de stress qu'en situation de détente. Et quelques minutes, alors là on a écouté un petit peu de bruit de vague, mais quelques minutes suffisent à se remettre en attention. 3 minutes, c'est ce qu'on peut mesurer, permettent de reprendre de l'attention et de s'apaiser. Vous savez probablement que les bioacousticiens, qui sont des spécialistes du bruit dans le vivant, nous disent qu'il y aura bientôt moins
de zones de silence que de forêts primaires. Le bruit est devenu un élément de pollution. Le manque de lumière naturelle est devenu également un élément de stress. Respecter ces rythmes circadiens, eh bien, ça nécessite de se laisser de temps en temps des cycles de respiration, tels qu'on vient de commencer à le faire, de prendre soin de son sommeil, de prendre soin de son corps, car le respect de ce rythme augmente notre mémoire à court terme, également notre mémoire à long terme. Et l'on sait que tous les perturbateurs du soleil, nuit hachée, déplacements trop fréquents avec décalage horaire, eh bien, tout cela vient nuire à notre attention et à notre concentration. Donc attention à soigner notre corps, attention aussi à ne pas surperformer avec notre corps. Le biologiste Olivier Amand nous rappelle que lorsque notre corps est en sur-régime, par exemple lorsqu'il a une température de 40 degrés, c'est là où il est le plus fort, notamment pour détruire tout microbe qui interviendrait. Mais si notre corps est tout le temps mis en mode de performance, on ne peut pas tenir plus de 3 jours à 40 degrés de fièvre. Donc il y a lieu de faire attention à la chose la plus précieuse qui soit. On va, si vous voulez, maintenant passer à un autre moment, qui est le pouvoir de nos perceptions. Car si notre corps est aussi important, eh bien, il convient d'apprendre à l'écouter. Et je vais laisser la parole à Dorothée qui va nous faire vivre autre chose. Merci Denis. Alors, juste par petit message à la régie, j'ai des messages qui me disent que y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Donc voilà, je vous transmets l'information. Je vous laisse gérer. Donc, on va voir ensemble les rythmes. Non, les rythmes du corps, c'est bon. Le pouvoir de nos perceptions. Alors, avant de vous raconter des choses, je vais vous proposer de bouger. Donc, je vais proposer de vous lever et nous allons réaliser un exercice de contracter-relâcher. Alors, voilà. Donc, ça va. Alors, le contracter-relâcher, c'est quoi ? C'est, on va passer différentes parties de notre corps, les unes après les autres, et on va les contracter puis le relâcher. Donc, par rapport à ce que je vous ai énoncé précédemment, vous le faites selon vos possibilités, si vous avez envie de le faire, et puis voilà, au maximum de ce que vous pouvez faire, bien sûr. Donc, on va commencer par les pieds. Contracter, ça veut dire essayer de contracter ses muscles, d'accord ? Relâcher, ça veut dire laisser complètement partir la tension que vous aurez créée juste avant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok. Donc, on va commencer par les orteils. Donc, je vais vous proposer de contracter alors, essayez de contracter au maximum, d'accord ? Vous allez contracter avec moi au maximum vos orteils, le plus fort possible. Une fois que c'est fait, vous relâchez. Vous essayez de relâcher le plus possible. Laissez partir complètement la tension que vous avez créée dans vos orteils. Ensuite, je propose de contracter l'intégralité de vos pieds. Les deux en même temps. Au maximum de vos possibilités. Vous contractez tous vos muscles de pied le plus possible, le plus fort possible. Et une fois que c'est fait, vous relâchez. N'hésitez pas à respirer quand vous relâchez pour aider à faire partir la pression que vous avez créée dans vos pieds. On passe aux mollets. Donc là, je vous invite à contracter au maximum vos mollets. Ah oui, il faut se souvenir de où sont nos mollets. Voilà, on contracte au maximum. Juste les mollets, hein, c'est pas évident. Et on relâche en soufflant. Maintenant, on va passer au haut de la jambe. Vous essayez de contracter uniquement les deux hauts de jambe, sans contracter les pieds ni les mollets. Au maximum. Et on relâche. Pardon. Pas dans le micro. Alors, maintenant, on va continuer à remonter. On va contracter notre bassin. Donc, pour le bassin, on contracte nos fessiers et le plancher pelvien en même temps.
OK? On y va. On contracte au maximum. Et on relâche doucement, tranquillement. Maintenant, on va contracter ses abdominaux au maximum. OK? C'est parti. Et vous relâchez. Ça va? Continue. Maintenant, on va contracter le haut du dos, donc les omoplates, les épaules. Si on arrive à contracter devant, ça peut faire un peu mal, donc modérément sur le devant, les pectoraux. C'est parti. Et bien sûr, on ne contracte que le haut. Et on relâche. Tout le monde reste toujours bien, c'est bon. Alors maintenant, je vous propose de contracter le haut de vos bras. OK? Juste le haut de vos bras. Donc cette partie-là. C'est parti. Et on relâche. On va passer aux avant-bras et aux mains en même temps. OK? Ce sera plus facile. C'est parti. Et on relâche en soufflant. Maintenant, on va passer à la nuque. Alors attention, les personnes qui ont la nuque sensible, contractez très modérément. Hein. Vous allez contracter tout votre cou au maximum. C'est parti. Et on relâche. Et enfin, je vous propose de contracter toute votre tête. Donc vos visages, faites la plus grosse grimace que vous pouvez faire. Personne ne vous voit. Pardonnez-moi, et encore, vous êtes dans le noir. Voilà, on y va, on contracte son visage, le haut de sa tête. C'est parti. Et on relâche. Alors n'hésitez pas à bouger. À laisser partir toutes les tensions que vous avez générées et libérées. Voilà, vous êtes toujours avec moi. À distance, je ne sais pas, je pense que sinon il me le signalerait. Alors, cette activité, cet exercice de contracter, relâcher, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. C'est un des exercices qui sont proposés notamment pour la régulation du stress et la régulation des émotions. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait de se contracter, ça ne va pas augmenter notre stress si on relâche bien derrière. C'est vraiment important, quand vous le faites, de bien alterner les moments de contraction et les moments de relâchement. Et vous pouvez le faire avant une prise de parole en public, avant un événement important. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous ce soir, pour, on espère, vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de faire le lien avec le pouvoir de nos perceptions. Donc là, ce qu'on a utilisé, on a utilisé plusieurs sens, et notamment, on a utilisé le sens de la... Vous pouvez vous rasseoir. Ça ne marche plus. Voilà. Donc là, on a surtout utilisé la proprioception, qui est la manière dont on perçoit comment sont nos membres dans l'espace et dans quel état ils sont. Et vous avez vu, on est tout à fait capable, avec plus ou moins d'efficacité, selon notre état aussi, de savoir à peu près où sont nos muscles et comment les contracter. Alors les sens, en fait, on est habitué à connaître les 5 sens. Est-ce que quelqu'un... Denis, peux-tu nous rappeler quels sont les 5 sens? Alors nous avons le toucher, oui. L'odorat, oui. Le goût, la vue et l'ouïe. Ça, c'est la tradition philosophique grecque classique qui nous l'enseigne. Voilà, et ces 5 sens sont plutôt des canaux de perception directe extérieure. D'accord ? Les sens qui sont abordés là sont d'autres sens qui concernent finalement l'intérieur de notre corps. Il faut savoir que le fait de sentir, c'est propre à tout organisme vivant. Les premières cellules, les premiers organismes unicellulaires étaient déjà dotés
de cette faculté de sentir, et ça, c'est ce qui est venu avec la vie. Donc le fait de sentir, le fait de percevoir, et ces cellules, en fait, elles étaient capables de percevoir l'extérieur et de sentir ce qui se passait à l'intérieur. Ce que dit Damasio, le neuroscientifique, c'est que, donc il parle en reprenant toute la théorie de la cognition incarnée, de la phénoménologie notamment. Ce qu'il dit, c'est que ces perceptions, ces sens, ça relève de notre intelligence non explicite. Donc les premiers organismes étaient dotés de cette intelligence-là. Nous sommes tous dotés de cette intelligence-là. En revanche, on peut avoir tendance à l'oublier. Et donc l'idée, là, ce soir, c'est de nous remémorer qu'en plus des 5 sens que Denis vous a préposés, nous avons ces autres sens qui sont là. Alors, la proprioception, on a vu. On a aussi l'interoception, qui est la capacité de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, le battement de notre cœur, si notre ventre est noué, etc. Donc là, on est dans l'interoception. Ça va nous donner des informations, finalement, sur l'état de notre corps. On a aussi quelque chose qui est très utile pour nous protéger des dangers, c'est la nociception. C'est notre faculté à percevoir la douleur. Et alors, je ne l'ai pas précisé, mais les organismes unicellulaires n'étaient pas dotés de système nerveux. Donc, ils n'étaient pas dotés de cerveau. Donc, ces perceptions-là, elles viennent du corps et elles sont l'apanage du corps. On n'a pas besoin de cerveau pour les mobiliser. Ensuite, on a la chronoception, c'est notre capacité à percevoir le temps sans regarder l'heure, avoir une idée du temps qui passe. Alors, il n'est peut-être pas tout à fait développé de manière équivalente chez tout le monde, et ça se travaille, cette perception du temps. Et notamment quand on est amené à faire des prises de parole en public et à devoir gérer son temps, ça peut être un sens sur lequel c'est intéressant de revenir. Ensuite, on a le sens vestibulaire qui est le sens de l'équilibre. Et donc, pour celles et ceux qui peuvent revenir demain et après-demain, nous aurons des activités de réalité virtuelle dans lesquelles vous allez pouvoir tester votre sens vestibulaire. Ensuite, on a la thermoception, qui est la faculté qu'a notre corps de sentir le froid et le chaud. Et enfin, la magnétoperception, qui est la capacité à percevoir les champs magnétiques, qui est démontrée chez les animaux non humains, mais qui n'a pas été démontrée chez les humains pour l'instant. Voilà pour le pouvoir de nos perceptions au-delà des 5 sens classiques. Alors, en quoi c'est utile finalement de remobiliser ces différentes manières de sentir en lien avec l'apprentissage? C'est qu'en fait, ça va donc déjà réveiller notre intelligence non explicite, et ça va nous aider aussi justement à mieux percevoir le monde autour de nous, nos états internes, et ça peut améliorer aussi notre capacité à réguler justement nos émotions. Je te redonne la parole, Denis. Un immense merci. La synchronisation collective. On va passer du corps biologique au corps culturel, d'une certaine façon. La synchronisation collective, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans toutes les cultures. J'ai eu la chance un jour d'avoir dans l'une de mes équipes un anthropologue qui avait vécu 5 ans en Australie. Il a vécu avec les aborigènes. Ce sont des peuples premiers qui ont subi les affres de la colonisation, qui ont été dispersés, qui ont été touchés. Et je lui posais la question suivante. Comment se fait-il qu'alors qu'ils ont été dispersés, abattus, qu'ils ont perdu toute culture pratiquement, comment se tiennent-ils encore debout en tant que communauté? Et il me disait, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble, ils font de la musique ensemble. Il y a quelque chose dans la synchronisation qui nous touche profondément les uns aux autres. Alors, ça a été démontré par des neuroscientifiques. Et vous pourrez voir un exemple vidéo qui est porté par un grand jazzman qui s'appelle Bobby McFerrin, qui arrive à faire chanter ensemble une salle de plus de 500 personnes, de gens qui ne se connaissent pas. Et comment il parvient à le faire? Eh bien, il parvient à le faire parce que nous avons tous, à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous réunit aux autres, qui s'appelle la gamme pentatonique. Cette gamme pentatonique, c'est les notes de musique que nous avons en partage, qui ont circulé, que nous avons entendues, quelle que soit notre culture.
Alors, je vais prendre un risque ce soir, puisqu'on explore, hein, on a le droit d'explorer, on innove. Je vais vous inviter à vous lever, si vous voulez bien, hein, bien sûr, et à ouvrir vos bras. Et je vais vous proposer qu'on tente de chanter ensemble. Vous voyez le truc, vous n'avez pas prévu ça à l'avance. Je n'avais même pas dit à Dorothée, mais c'est pas grave. Alors, c'est juste une petite parole, hein, c'est pas beaucoup. Je suis avec mon épouse Cécile, qui est loin d'ici, et j'aimerais lui dédier cette petite chanson. Je vais vous chanter le morceau, ça tient en 3 syllabes, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous inviter à le chanter avec moi. Vous êtes prêts pour tenter cette expérience ? Oui, d'accord. Je sens un feu l'enthousiasme. Alors, je vous la donne. Vous reconnaîtrez les notes de Nougaro. Cécile. Vous voyez Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Cécile. Ah, c'est pas mal. Il y avait quelqu'un qui connaissait la suite. Alors, je vais vous proposer de le faire, mais vraiment en écoutant les voix tout autour de vous, et puis en lâchant les fauves. Hein. Vous êtes prêts ? Cécile. Pas mal. Une troisième et dernière fois ? Ok, vous êtes prêts ? Lâchez tout ce que vous avez. Hein. On est Bercy, les musiciens sont là, il y a tout ce qu'il faut pour y aller. Cécile. Eh bien, bravo, parce que je ne suis pas musicien et vous n'êtes pas une chorale et on arrive quand même à chanter juste ensemble. Alors ça, c'est ce que nous enseigne aussi un autre chercheur qui s'appelle Mehdi Messaoui, qui étudie à l'Institut Max Planck et qui dit qu'une foule chante toujours juste. Donc si un jour on dit qu'on chante faux, on peut dire une foule chante toujours juste parce que dans une foule, eh bien, on va avoir une voix moyenne. Alors, elle chante toujours juste quand on écoute d'un peu plus loin. Quand on se rapproche, on peut entendre des petits îlots de fausseté. Mais ce que nous enseigne également Mehdi Messaoui, c'est que dans la synchronisation humaine, il y a un ordre de synchronisation qui importe. Vous pouvez avoir quelques chanteurs de grande qualité, on peut s'asseoir si vous voulez, quelques chanteurs de grande qualité, et ils vont donner le tempo aux autres participants. Ils vont leur donner la capacité de chanter juste. Ça, c'est extrêmement intéressant dans les équipes, parce que lorsque vous avez des leaders, qui ne sont pas forcément les chefs, hein, un leader n'est pas forcément un chef, mais quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui met du mouvement, eh bien, il va aider à une synchronisation collective. Il va y avoir, d'une certaine façon, une transmission d'informations qui passe d'un corps à l'autre, et c'est la vibration qui va emmener le mouvement. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que le temps avance et on a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être juste dire si la synchronisation dans une équipe, dans un collectif, peut permettre également quelque chose en matière d'apprentissage qui est la créativité. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les ensembles de jazz. Dans les ensembles de jazz, la capacité à s'écouter, à se voir à destination, à proximité les uns des autres, va permettre à chacun de trouver sa place dans la musique, dans la partition d'ensemble. Et c'est une image extrêmement puissante que l'équipe de jazz, parce que chacun a un rôle, un instrument bien défini, mais participe d'un ensemble choral dans une intention qui se co-construit. Ça passe par une écoute profonde des uns et des autres et un respect profond des musiciens les uns avec les autres, ce que je vous souhaite bien entendu pour vos équipes. Alors, après ce temps sur la synchronisation collective, eh bien, on va aussi voir que là, on a vibré, mais le corps peut se mettre en mouvement. Est-ce que Dorothée, tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe quand on apprend et que le corps est en mouvement ? Je vais essayer, Denis. Donc, effectivement, on a vu le corps individuel avec les rythmes, les sens. Ensuite, on a vu avec Denis comment est-ce qu'on était relié aux autres. Et en fait, le corps, il est aussi également, il a une dynamique. Il a une dynamique qui est propre, à la fois intérieure et extérieure. Et là, je vais vous inviter à expérimenter le geste, qui est une des dynamiques du corps. Donc, je vais vous proposer de vous lever à nouveau, de vous écarter un peu les uns des autres. Je ne sais pas encore quel geste vous allez faire, mais du coup, je vais le découvrir avec vous.
Donc on va faire plusieurs gestes, d'accord, les uns après les autres. Donc je vous propose de commencer par réfléchir. Alors on est aussi, le cerveau il est quand même utile, hein, on ne le met pas complètement de côté. Je vais vous proposer de réfléchir à un geste qui symboliserait pour vous, ou qui exprimerait pour vous, un obstacle à l'apprentissage. Prenez le temps de la réflexion. Et quand vous avez votre geste, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à l'exagérer éventuellement. Alors, à distance, c'est bon pour vous? Vous êtes en train de faire votre geste? Ok. Maintenant, je vais vous proposer de faire un geste qui va être votre réponse à cet obstacle. Ok, on a une bonne diversité déjà dans la salle. Alors moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai le micro, désolée. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire ces deux gestes l'un à la suite de l'autre et de le faire vraiment au maximum, ne pas hésiter à exagérer et d'enchaîner ces deux gestes. Ok ? Merci beaucoup de ce partage. Alors là, je vais vous laisser un instant essayer de voir qu'est-ce que ça vous a fait de faire ces gestes à l'intérieur de vous. Et vous allez le garder pour vous, on ne va jamais savoir. Merci en tout cas de vous être livré à l'exercice. Éventuellement, je vous invite à le répéter, à répéter ces gestes dans le temps et à voir si ça produit quelque chose pour vous. Donc le geste, il a plusieurs significations. Comme le disait Denis, nous sommes des êtres qui sont capables de sentir, alors ça c'est moi qui le disais, de percevoir. On a des rythmes qui font qu'on va faire certaines choses à certains moments. On est en lien avec les autres et nous sommes aussi des êtres culturels. C'est-à-dire que nos gestes, ils incarnent dans notre corps toute notre histoire culturelle et comment on interagit avec les autres. Ça me permet de dire aussi qu'on a pu un moment, dans certaines formations, vouloir dire qu'on pouvait deviner à travers le geste de quelqu'un d'autre ce qu'il voulait dire. Il se trouve qu'on peut souvent se tromper quand on cherche à interpréter les gestes des autres, ne serait-ce que parce que le geste, il va exprimer des choses qui vous sont très personnelles, très propres. Alors là, vous n'êtes pas vu, mais chacun et chacune avait vraiment des gestes très différents pour symboliser l'obstacle à l'apprentissage et la manière de faire face à cet obstacle. Et puis ce geste, il incarne finalement tout notre historique. Pourtant, donc voilà, on essaye de ne pas trop deviner ce que veut dire le geste sans communiquer en fait avec la personne, même si le geste communique quelque chose. Donc ça, voilà, je voulais poser ça aujourd'hui, ce soir. Et le geste, c'est aussi un vecteur de transmission. Dans tout ce qui est formation par le compagnonnage notamment, on est dans des logiques où on va faire acquérir un geste qui est plutôt ancestral, qui montre notre capacité à créer, et donc qui va être transmis de la personne qui maîtrise le geste vers le compagnon qui va apprendre à faire ce geste. Donc on voit toute l'ambivalence du geste ici ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire sur le geste. Ah oui, quand même, je voulais aussi rappeler, puisqu'on est là entre nous ce soir, un geste qui est très important pour nous les humains, et d'ailleurs qui est propre aux humains, quoique aux animaux humains. Je crois qu'il y a quelques animaux non humains qui sont capables de le faire, mais bon, avec l'aide des humains. C'est l'écriture manuscrite.
L'écriture manuscrite, elle est essentielle, c'est un geste essentiel qui est à la fois incorporé dans nos bras, notre corps et dans notre mémoire. Et en fait, elle est essentielle pour mémoriser. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement les mots que vous allez écrire, mais c'est toute la mémoire que vous allez créer autour de ce que vous écrivez et de la manière dont vous écrivez. Donc je sais qu'aujourd'hui, on est tenté de prendre son ordinateur, de taper, etc. C'est une vraie perte pour l'humanité de ne plus écrire. Voilà, c'était mon petit message personnel de ce soir. Voilà pour le geste. Denis, je te propose maintenant de partager avec nous comment plusieurs corps ensemble peuvent, sous certaines conditions, créer de l'intelligence corporelle collective. Alors l'intelligence collective, on dit souvent seul, on va très vite, ensemble on va plus loin. Là, on va y ajouter une dimension corporelle. À votre avis, savez-vous combien un essaim de 40 000 abeilles aurait besoin d'aiguilleurs du ciel s'ils fonctionnaient comme des humains? Est-ce que quelqu'un a une idée? Un aiguilleur devant? Est-ce qu'il y a d'autres? Soyez pas timide, hein, on est entre nous. Personne n'a d'idée? Combien faut-il d'aiguilleurs du ciel pour 40 000 abeilles? En fait, on sait qu'un aiguilleur du ciel, c'est à peu près 200 avions. Vous voyez, donc c'est des charges mentales extrêmement fortes. Et il faudrait plus de 200 abeilles aiguilleuses du ciel pour réguler un essaim. Mais en réalité, les abeilles disposent d'une intelligence qu'on appelle l'intelligence en essaim, et elles sont capables de corps à corps de s'auto-organiser pour avoir un maximum d'efficacité. Pour cela, elles se dotent de quelques règles. La première règle, c'est de rester à équidistance de 3 à 6 autres abeilles. Donc, je suis toujours à équidistance de 3 à 6 autres abeilles. Je vous laisse faire en parallèle ce que ça peut donner pour une organisation de travail telle que la vôtre, où je crois que vous êtes plus de 150 000 abeilles. Donc, 3 à 6 personnes. Une deuxième règle que se donnent les abeilles, c'est de foncer dans les espaces disponibles. C'est-à-dire, elles vont toujours dans les espaces vides. Donc, en restant à proximité de 3 à 6 abeilles et en allant vers les espaces vides, elles ne se heurtent pas. Et une troisième règle, et ça c'est une des plus intéressantes aussi, par rapport à nos modes de fonctionnement organisationnels, c'est que ce sont les abeilles qui sont à la périphérie de l'essaim qui dictent le mouvement. C'est elles qui voient les obstacles de l'environnement. C'est valable pour les abeilles comme pour les bancs de sardines, comme pour de nombreux insectes qui fonctionnent en essaim. Donc il y a là quelque chose d'intéressant, c'est cette idée du corps à corps, où on est en proximité les uns avec les autres. Pour des humains, nous avons besoin de place dans un groupe, de connaître sa place dans le groupe. Et si on prend une autre analogie, qui est une équipe plutôt sportive, eh bien, il y a plusieurs éléments qui vont nous aider à développer cette intelligence collective corporelle. La première, c'est de connaître les talents des autres membres de l'équipe. Autrement dit, qui court vite, ou qui a le plus de mémoire, ou le plus de capacité pour résoudre tel problème. Qui est un stratège dans l'équipe, ou qui est capable de distribuer et de faire passer l'information. Qui a une capacité que d'autres n'ont pas, un talent spécifique. Alors les joueurs de sport, c'est peut-être d'avoir une vision du jeu. Peut-être dans une équipe, certains sont plus doués en informatique que d'autres. Donc vous avez quelque part des connaissances qui sont distribuées dans les différents corps qui constituent une équipe. En recherche, alors j'ai droit à un gros mot, Dorothée, on parle de mémoire transactive. Chacun a une petite partie de l'information pour réaliser la tâche commune. Et quand cette connaissance des uns et des autres et de ce que chacun peut apporter au groupe est bien connue, alors le groupe, qui est peut-être un groupe un peu indiscipliné ou faisant chacun travail dans son coin, peut devenir une véritable équipe. Ça passe
par une harmonisation des corps. Pour les fourmis, on parle de stigmergie. Elles échangent des informations, alors essentiellement en se frottant les antennes. Peut-être est-ce que c'est nos salutations lorsqu'on se croise le matin, qu'on arrive au bureau, bonjour, ça va, etc. Peut-être est-ce qu'on transmet une émotion, un signal aux autres, mais ça produit une connaissance interpersonnelle, un état d'humeur, une émotion qui vont être favorables au travail ensemble. Si plusieurs arrivent en faisant la tête, ça crée un contexte et une ambiance morose. Et on ne sait pas pourquoi, mais on peut être un petit peu plombé. Cette stigmergie est importante. Ce que je vais vous proposer, c'est de vivre un tout petit exercice. Alors si vous êtes toujours d'accord pour participer à nos exercices, hein, mais je sens qu'on a un groupe d'explorateurs ce soir, donc c'est super. Donc l'idée, c'est on va diviser la salle en deux. Là, je vais découper comme ça. Voilà. Cette partie-là, vous allez vous tourner comme ça. Et puis, cette partie-là, vous allez vous tourner comme ça. Hein, vous allez vous faire face, d'une certaine façon. OK ? Très bien. La distance, c'est bien. Donc l'idée, c'est que vous puissiez voir en face de vous, en miroir, tout un ensemble de l'assemblée et de la salle. Et je vais vous proposer, c'est un petit exercice qui est un exercice qu'on appelle le jeu de l'algue. Imaginez que vous soyez des algues pris par un courant marin. Vous voyez, une sorte de flux énergétique qui traverse le groupe. On ne sait pas, c'est invisible, on ne le voit pas. Et je vais vous inviter à osciller. On va le faire latéralement parce que lorsqu'on l'a testé dans l'autre sens, certains ont eu des nausées et je ne voudrais pas avoir des problèmes avec les services d'entretien. Voilà. Donc vous basculez légèrement et vous pouvez regarder en face et essayer de vous synchroniser pour que le courant, progressivement, nous fasse basculer tous dans la même direction. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de se synchroniser pour que le courant marin qui nous traverse, il nous emmène tous ensemble. Donc, OK ? Voilà, petit à petit, nos corps s'accordent. Faisant cela, nos respirations s'accordent. Nos battements cardiaques s'accordent. Alors, on peut accentuer un peu le mouvement pour voir si on est bien tous dans ça. Voilà, on essaye de se... Et maintenant, je vais proposer à ceux qui sont sur ma gauche, à l'un d'entre eux, sans qu'il ne se désigne, d'initier un nouveau mouvement, peut-être en levant la main, peut-être en basculant différemment. Et ceux qui sont en face vont l'imiter, et ceux qui voient l'imitation vont l'imiter à leur tour. Et on va voir si l'onde réussit à se propager dans votre groupe. Voilà, alors peut-être à gauche, l'un ou l'une d'entre vous va être un geste qui commence par imitation. Oui, tout à fait. OK. Et puis une autre personne, cette fois-ci à droite, va prendre le leadership et un autre geste va se mettre en place. Toujours cette ondulation légère, un autre geste se met en place. Et puis à gauche, un autre leader va apparaître, on ne sait pas où il est, et un autre geste va se mettre en route. Ok, c'est très doux, c'est très agréable à voir d'ici. Hein. Une dernière fois à droite, peut-être un nouveau leader qui va apparaître et qui va apporter quelque chose. Il faut bien s'observer. Ouais, voilà. Vous êtes des algues magnifiques. Je vous remercie de vous être prêtés à ce petit jeu. Alors, ça, c'est l'imitation de proche en proche qui se propage dans une organisation. Vous avez un sociologue qui s'appelle Norbert Alter. Il montre ce type de phénomène, notamment dans le métro à Paris. Vous avez une personne qui tient la porte, d'accord ? Et souvent à Paris, on se balance la porte à la figure. Hein, ça, malheureusement, ça arrive. Mais quand vous avez une personne qui tient la porte, celui qui est à l'autre bout, qui voit que la porte lui est offerte, il la tient à son tour. Et à partir de là, vous avez une chaîne de dons qui opère. Et celui qui, à la fois, reçoit cela, il va l'offrir à son tour à celui qui vient. C'est des phénomènes qui se produisent dans les groupes, donc des phénomènes de stigmergie, où une onde se propage dans une foule et sans qu'on s'en aperçoive, une intelligence collective que je qualifie de corporelle se met en place et apporte un surplus d'intelligence
avec un collectif. Il suffit de quelques personnes pour débuter. Vous n'avez pas besoin de l'aval d'un dirigeant, d'un chiffre d'affaires, d'un budget. Il suffit de prendre une petite initiative et ça peut faire basculer toute une ambiance, toute une organisation, une forme d'effet papillon. Voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous sur cette intelligence collective corporelle. Peut-être un dernier mot, ça c'est si vous avez la culture pour cela, mais je ne sais pas. Sachez que dans certaines cultures, on s'enlace et on se transmet quelque chose de chaud. Vous savez que les humains, on est des primates à la base, hein, on est des singes. Et lorsqu'on se tient comme ça, on déclenche des hormones d'ocytocine, de dopamine. Et pour que cet effet fonctionne, c'est 20 secondes. Alors, je ne vous insiste pas à faire des câlins parce qu'il pourrait y avoir des problèmes avec tous les trucs de harcèlement, tout ça. Mais sachez que le toucher de l'un à l'autre produit des effets extrêmement forts. C'est relevé en hôpital. En entreprise, on est beaucoup plus prudent avec ça, mais je vous le cite quand même. Voilà. Merci pour votre participation à ce petit jeu. Donc, alors oui. Pour terminer cette conférence, on va vous laisser la parole et on va commencer par les personnes qui sont à distance. On aimerait que vous exprimiez sur, pour vous, quels sont les liens entre le corps et l'apprentissage. Donc, est-ce que Maude a envie de partager avec nous? Non. OK. Donc, pour l'instant, pas de questionnement à distance. Mais je vais vous passer le micro et je veux bien que vous vous exprimiez sur quel lien vous faites entre le corps et l'apprentissage. Ah, j'ai déjà une volontaire. Merci. Moi, j'aurais tendance à dire les émotions qui nous permettent de créer une image, un souvenir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent compléter? Oui, là-bas, il y a une main qui se laisse. On peut faire passer le micro. Je pense par exemple, lorsqu'on pratique un sport, à haut niveau ou pas, on fait beaucoup de répétitions du geste. Alors, je ne sais pas, en rugby, en gymnastique, on répète sans arrêt les mouvements. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien entre la répétition du mouvement et son apprentissage? Alors, moi, je vais bien répondre à ça. J'ai travaillé à l'APM, hein, l'Association Progrès du Management, et on recrutait des experts, donc des gens qui ont vraiment une très grande pratique. Et j'ai identifié que pour qu'on ait quelque chose qui est de l'ordre de la cognition incarnée, c'est-à-dire on passe même plus par le conscient et on agit un peu spontanément, c'est près de 10 000 heures de pratique qui font qu'à un moment donné, un savoir devient complètement implicite. Vous n'avez plus besoin de passer par le cerveau, ça passe directement par le corps. Et donc, c'est la main qui agit, c'est les pieds qui bougent, c'est tout le corps qui se met en mouvement. Il y a une mémoire qui est engrammée. 10 000 heures de pratique. Donc, vous pouvez vous mettre à la danse classique. 10 000 heures plus tard, vous serez une super étoile, je vous le promets. Et sachant qu'on n'est pas dans le réflexe, c'est très important pour pratiquer moi-même les arts martiaux. On est vraiment dans l'intelligence du corps et la réponse dans l'instant du corps. Et c'est pas parce que donc ça suppose une conscience du corps en fait. C'est pas quelque chose qui est mécanique. Et c'est très important parce que le réflexe, il est pas du tout productif dans le domaine sportif ou dans le domaine des arts martiaux. Donc on reste dans une sorte de vigilance corporelle qui s'acquiert à force de répétition, de confrontation, de conscientisation. Voilà. Donc je crois que ça y est, à distance, on peut avoir des retours sur le lien entre le corps et l'apprentissage. Bonsoir à tous. Alors effectivement, à distance, on a des commentaires. Le mouvement apparaît souvent. Donc plusieurs personnes soulignent le fait que la mémorisation et les apprentissages sont facilités lorsque le corps est en mouvement. Donc certains intègrent notamment le jeu actif, physique, donc le besoin de bouger. Le besoin aussi d'être dans de bonnes conditions, donc que le corps ne soit pas gêné
donc que la potentialité du corps soit permise par un environnement qui le facilite, le favorise, donc l'apprentissage. Ensuite, donc encore une fois, sur la musique, la mémoire des doigts, donc la mémorisation à travers l'ensemble du corps, mais aussi l'observation des autres et l'apprentissage en faisant, donc dans l'action. Et la marche revient, tout comme le mouvement. Donc la marche permet aussi d'apprendre, mais en même temps permet d'être heureux. Donc voilà, et l'écriture. Il y a beaucoup de choses qui ont été indiquées. Le corps, on apprend aussi par imitation. Vous avez les travaux du psychologue Albert Bandura qui montrent comment on a une forme de modélisation, c'est-à-dire qu'à distance et à proximité d'un autre humain, on va prendre des repères corporels et on va pouvoir se situer et donc interagir et intégrer des détails, des gestes plus facilement. Autre élément qui a été indiqué, c'est l'apprentissage par la main. La référence à la musique était donnée. Alors, il n'y a que 1,20 m à peu près, alors ça dépend des individus, mais entre la main et le cerveau, et ce chemin-là est essentiel. Ceux qui sont passionnés, vous pourrez lire l'ouvrage de Richard Sennett, « Ce que c'est la main », c'est un sociologue, et il montre que très souvent, on pense que c'est notre cerveau qui guide notre corps, alors que dans un certain nombre de cas, c'est ce que ressent la main qui va redonner des informations au cerveau. Dorothée a coutume de dire que c'est les perceptions qui vont bouger notre cerveau plus que le cerveau qui va engager notre corps. Donc il y a cette part-là d'intuition qui est portée par notre corps. On a près de 200 millions de neurones qui sont dans notre ventre, qu'on a tendance à négliger. Mais ce corps, cette situation du corps dans l'espace, nous renvoie des informations qui manquent cruellement à l'intelligence artificielle, qu'on peut appeler aussi artifice d'intelligence, et dont le neuroscientifique Francisco Varela décrivait dès les années 80, il critiquait déjà l'intelligence artificielle dès les années 80, et il disait il n'y a de cognition qu'incarnée. Il y a cette nécessité de passer par l'émotion, ça a été dit par un des participants. Merci Denis. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres témoignages avant que... Au fond de la salle, là-bas, j'ai vu une main qui se levait. Bonsoir. J'ai une question, moi, plutôt sur l'apprentissage et notamment la place de la douleur, qu'elle soit mentale ou physique, dans l'apprentissage. Alors, quelle est ta question? Je veux savoir si la douleur participait à l'apprentissage. Ok. Si le fait d'avoir mal, ça nous permettait d'apprendre. Alors là, on touche le système perceptif. Donc, l'apprentissage, en tout cas corporel, on le développe très facilement dans l'enfance. Et le fait d'être face à certaines douleurs, ça peut faire acquérir des réflexes pour justement se prémunir contre cette douleur. Donc oui, la sensation de la douleur nous permet de ne pas nous réexposer. Donc la nociception, ce sens très important pour les humains, nous permet de ne pas nous réexposer à la douleur. Maintenant, quand on fait le lien entre les émotions et l'apprentissage, donc il est dit, et c'est quand même plutôt vrai, que la dimension émotionnelle du vécu peut contribuer à renforcer la mémorisation. Bon, après, tout le monde n'est pas d'accord, il y a débat, donc à chaque fois, on va vous sortir l'exemple du 11 septembre, où est-ce que tu étais, machin, et tu te souviens exactement où tu étais. Bon, mais ce n'est pas une démonstration que l'émotion nous permet de mieux apprendre. Mais oui, l'émotion participe à la consolidation de la mémoire. Donc, l'émotion désagréable qui va venir de la sensation de la douleur. Après, par rapport à l'émotion agréable et désagréable, l'émotion agréable va laisser un meilleur souvenir et peut activer la dimension intrinsèque de la motivation, ce que ne va pas activer la douleur, par exemple. Voilà. Donc je te laisse avec ça pour tes formations, si tu veux faire souffrir tes apprenants ou pas. Voilà.
Alors, après, ça dépend du type d'éducation qu'on veut mettre en place. Je vous invite à lire l'ouvrage d'Alice Miller, « C'est pour ton bien ». Vous voyez un peu l'ambiance du propos éducatif. Dans « C'est pour ton bien », elle décrit la société avant la Deuxième Guerre mondiale. Du côté, elle étudie les manuels allemands et français. Et elle montre le type d'éducation. Donc, dans « C'est pour ton bien », tu te prends une raclée, mais c'est pour mieux apprendre. Et derrière, il y a un risque de construire une pédagogie que j'appellerais pédagogie noire, où on va par la contrainte faire rentrer des choses dans la tête des personnes. Ça renvoie à l'idée que l'apprentissage est un cerveau qu'on remplit, parfois même de force. Donc dans ce sens-là, la douleur, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'apprenance, qui est le désir, l'attitude favorable au désir d'apprendre, dispose de 3 composantes. Une composante cognitive, une composante socio-affective et une composante conative. Le cognitif, c'est de la mémorisation, c'est de l'opération mentale. Le socio-affectif, c'est la qualité des relations. Le conatif, c'est l'effort à fournir pour maintenir un apprentissage dans la durée. Et parfois, dans cette dimension conative, il peut y avoir douleur. Apprendre n'est pas que un doux chemin. Il peut y avoir, à un moment donné, quelques éléments de douleur. Je dirais que ça va dépendre de qui inflige la douleur, si on se l'inflige à soi-même ou si c'est quelqu'un d'autre qui nous l'inflige, et si c'est une motivation qui est intrinsèque ou si ça vient de l'extérieur. Si ça vient de l'extérieur, j'ai peur qu'on aboutisse à ce que décrivait Alice Miller, c'est-à-dire de la fabrication de générations de gens qui vont à un moment donné redécharger cela sur les autres. Et ce que je dirais par rapport à ce que tu dis sur Alice Miller, c'est que quand on est dans l'apprentissage par la douleur, pour moi, on est dans l'ordre du réflexe. Et le réflexe, certes, ça peut nous permettre d'agir vite en situation de crise, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaité en formation. Puisque ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est plutôt à développer notre esprit critique, notre capacité à penser, à nous poser des questions. Et donc, on est beaucoup moins par rapport à avant dans l'acquisition de réflexes qui sont... Une fois qu'ils sont ancrés, les réflexes, c'est très, très difficile de s'en débarrasser. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui peut être visé en formation. Et sur l'effort, en fait, pour moi, l'effort n'est pas nécessairement lié à la douleur. Mais bon, voilà, ça n'engage que moi. Donc, voilà ce qu'on voulait vous partager. Je propose qu'on s'arrête, clôt cette conférence. C'est dommage, c'était bien. Déjà 18h04. Et donc, on ne veut pas empiéter sur votre temps. Donc, pour conclure, déjà, je vous remercie infiniment, les personnes à distance et les personnes en présence, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu de nos propositions. Pour aller plus loin, donc, notre exposition sur le cerveau est toujours accessible à tous et à toutes sur le site ifkamshowroom.fr. Vous pouvez également découvrir sur notre blog des expériences partagées ou des témoignages, et puis toujours le site de l'IFCAM où là vous pourrez découvrir l'offre de formation que nous proposons. Merci. Donc on va laisser tranquillement se déconnecter les personnes à distance et